On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans ce 10e épisode du Tripodcast. On commence les épisodes à 2 chiffres, on commence à avoir du background. Pierre, ça va? Tout très bien, et toi? Très bien. Victor, en mode anonyme. Ça va. En mode un peu... Bah, je suis un peu fatigué là ce matin, je me suis réveillé très très tôt, et du coup je me cache. Et tu peux te cacher comme se cache Un tueur dans la foule, qui sera le premier film d'aujourd'hui qu'on va aborder dans la catégorie des films dont on a envie de parler, qui pour le coup a bien vieilli. Un rappel par rapport aux anciennes catégories, car il est sorti en 1976. Ensuite on parlera de Godzilla Minus One, qui est plus en salle mais qui était en salle et qu'on a tous vu. Et en troisième partie on parlera de Past Lives et de La Zone d'intérêt, dont vous allez parler. Je vous propose de commencer tout de suite avec Un tueur dans la foule, extrait. Championship Sunday, the Los Angeles Memorial Coliseum. Inside the stadium, 91,000 cheering fans, 33 exit gates. Somewhere in the stadium, an assassin waits. Un tueur dans la foule, en anglais 2 Minute Warning, sorti en 1976, réalisé par Larry Pierce. Le pitch rapide, on a un tireur qui menace de sévir durant un match de championnat de football américain entre Baltimore et Los Angeles. Et les équipes d'intervention de la police sont mobilisées pour l'arrêter. Et on a un huis clos dans un stade. Pierre, c'est toi qui as amené ce film aujourd'hui. T'as voulu qu'on en parle. Pourquoi ? Alors, parce que c'est un film que j'ai découvert étant petit, qui m'a marqué de par son sujet. Et il a grandi avec moi au fil de mes années de cinéphile. J'ai jamais cessé de le remater. Et là, j'en profite je vous le présente parce qu'il est ressorti dans une toute nouvelle édition remasterisée avec une version longue dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, okay. Voilà, c'était au moins pour le faire découvrir à vous et aux téléspectateurs ou aux auditeurs. Et Victor, toi tu l'as vu ou revu ? Je l'ai vu pour la première fois et c'était vachement bien. C'était vachement bien parce que j'ai eu une impression de déjà vu pendant tout le film en fait et j'ai été un peu happé par le film, surtout techniquement, plutôt que son sujet il a un peu vieilli quelque part puisque on parle d'une prise d'otage attentat, donc c'est d'un shooter quoi. Et moi j'ai plutôt aimé le film. Il y a plein de choses techniques que j'ai retrouvées dans des films que j'aime beaucoup, notamment des zoom-in. Alors je parle très technique, mais il y a des zoom-in dans le film que vraiment je me suis dit waouh, ça mais c'est en avance, ça a 30 ans d'avance, ça c'est pas possible. Du coup non, j'en ressors avec quelque chose avec plutôt un bon souvenir là pour l'instant. C'est vrai que rien que la séquence où on voit le viseur du sniper dans l'image, tu sais, qui est zoomé, oui. Comme si on avait vraiment le viseur, je me suis dit que pour l'époque c'était sûrement très bien foutu à l'époque. Très innovant, ça avait déjà été fait par le passé, en 68 avec un film comme La Cible de Peter Bogdanovich. Ouais. Et on était quand même à peu près d'accord en parlant avant qu'il y a un gros début et une grosse fin, et qu'entre les deux... Mais il y a un énorme milieu. Il y a un milieu, on appelle ça un ventre mou, c'est plus un ventre mou là, c'est un... Ouais. Je sais pas. Moi, si je peux embrayer, parce que moi j'ai eu un peu cet effet-là aussi quand j'ai regardé le film, c'est que le début il nous met tout de suite dedans, on se met à la place d'un tueur, donc en vue subjective, et ça marche bien. En même temps, on a un montage alterné avec les différents protagonistes du film, donc qui sont différentes personnes et groupes de personnes du public qui vont assister au match. C'est le Super Bowl, il me semble. Ouais. C'est le Super Bowl. Parce qu'il l'appelle pas Super Bowl dans le film. Il dit championnat, je crois. Championnat, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les droits pour l'appeler comme ça. La NFL, quand elle a su le sujet du film, elle s'est retirée en fait. Ok. Alors qu'elle l'aura approuvé quelques années plus tard dans un film qui s'appelle Black Sunday, où il y a un attentat terroriste pendant un match, il me semble, mais c'est de football américain. Mais cette fois-ci, ils ont dit oui. C'est un peu bizarre. On s'en doute, parce que quand on voit le film, on se dit c'est marrant, le Super Bowl n'est pas dit, mais pourtant, on parle du match de l'année. Donc, on se dit on sait où est-ce qu'on est. Dans VF, il dit pas LA, il dit LA. Ça me fait beaucoup rire. Je parie sur LA. Non, tu l'as regardé en VF le film. Pierre a envoyé un lien, j'ai cliqué. J'ai pas vu le fichier sous-titres. Je me suis dit ok, il a envoyé en VF, c'est bizarre, mais pourquoi pas, et j'ai regardé sans réfléchir. La VF est mauvaise, à l'époque c'était pas facile de faire des VF. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est vrai qu'il y a un ventre mou parce que il y a le match qui se passe.
Et en fait, moi, j'attends qu'il se passe quelque chose. Je m'attendais à ce que le film aille vite, finalement. Et on se retrouve à attendre dans le film comme le tireur, en fait. C'est ça. On se retrouve à attendre comme le tireur. Bon, désolé pour les spoils. Il attend le dernier moment pour passer à l'acte. Exactement. Et moi, excuse-moi. Enfin, et pourquoi du coup, à ton avis? Ah bah, pourquoi? Ouais. Ah ah. C'est un truc tout bête, hein. C'est ce qui est un peu dans. Enfin, vite fait, c'est repris un peu dans Drive, l'intro. C'est-à-dire, tu vas profiter du mouvement de foule à la fin d'un match pour, du coup, essayer de profiter de cette foule pour fuir. pour fuir, en fait. C'est pour ça qu'il Ok. il attend. Alors, c'est tiré d'un bouquin hein, de Georges Ouais. Lafontaine qui est sorti 1 an auparavant. Donc, le film est de 76, le livre est sorti en 75. Et c'est clairement expliqué dans le bouquin. Que le tueur, on lui donne immédiatement un nom, un prénom. Dès le 2e chapitre, tu sais qui il est, tout ça. Il y a un peu de flashback et tout sur sa vie. Enfin, ce que ne fait pas le film. Et je trouve que c'est bien mieux dans le film. Enfin bref. Et on t'explique aussi que justement, il essaye d'attendre les 2 dernières minutes pour ensuite essayer de profiter de la panique et essayer de s'enfuir, quoi. Ok. La première chose que je me suis dit dans le film, c'est que il n'était pas très malin, ce tireur, parce qu'il vise à plusieurs reprises alors qu'il n'a pas l'intention de tuer. Du coup, il se met à vue du public. C'est-à-dire qu'il est en haut d'une tour, entre guillemets, une tour qui est dans le stade. Ouais. Et il est au-dessus des scores, enfin de l'affichage des scores. Et on le voit, il y a même des gens qui le voient, qui ont des jumelles dans le public qui l'aperçoivent. Le personnage alors je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais c'est Beau Bridges, le frère de Jeff Bridges, qui donc est avec sa paire de jumelles Ouais, c'est ça. et qui à un moment donné arrive à capter ce sniper qui le vise clairement à un moment donné. Ah, Moi, et ça- moi, je trouve que l'image elle est glaçante. et Enfin, c'est glaçant. tu Ouais. te mets à sa place, tu fais waouh, est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir Ouais. Et c'est marrant parce qu'il demande, il y a cette séquence du coup où il le voit et il tapote à côté, il dit excuse-moi, prends les jumelles, regarde là-bas, tu vois pas quelque chose de bizarre? Et en fait le tueur a bougé, du coup elle y est pas, du coup elle dit bah non j'ai rien vu et tout, et du coup c'est un peu bizarre, on comprend que les personnages enfin il y a des personnages qui commencent à saisir ce qui est en train de se passer. Enfin un en fait. Enfin un seul, oui. Qui le voit clairement au-dessus du tableau et ensuite ça va être comment il me semble que c'est le gérant du stade. Ce personnage afro-américain dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, à qui on dit qu'il a mal fait son travail parce qu'il a laissé une porte ouverte. Bah c'est le gardien entre guillemets c'est de ça. cette tour quoi. Ouais. Et enfin non, en fait oui voilà, tout découle de ce fameux car régie qui voit en direct par rapport à du dirigeable qui filme une image. Ouais. Bah c'est ce que j'ai beaucoup retenu parce que j'y reviens encore, hein, mais tout ce creux finalement il est alimenté par l'intervention des forces de l'ordre qui ils vont devoir opérer, ils vont devoir faire, puisqu'ils sont en train de tout voir eux, puisqu'ils assistent à tout le match dans le car régie. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment idéal. Très sympa de voir le monde de la télé dans un film. Et surtout de cette époque-là, parce que ça a bien changé les méthodes, j'imagine, de travail de la télé. Et de le voir là, c'était vraiment trop bien. Moi, j'ai adoré le look du réalisateur dans le car régie. Il a une chemise avec un collier bien apparent. Et ils fument tous des énormes clopes toute la journée. Enfin, on les imagine fumer toute la journée. Et ils s'arrêtent jamais de parler. Et ça c'était plutôt sympa. Le livre commence comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire que toute cette introduction dans le film qu'on voit où le tueur clairement essaye de s'entraîner sur une cible qui bouge là à vélo depuis sa chambre d'hôtel, tout ça n'apparaît pas dans le bouquin. Vraiment le tout début du bouquin, les premières pages, on est dans le car régie et quelqu'un du car voit le tireur et décide d'appeler quelqu'un. Voilà, ça commence comme ça. Donc, le film a quand même. C'est après le truc, c'est comment t'adaptes un bouquin et t'essaies de rendre ça intéressant. Je trouve effectivement que dans sa partie centrale, il y a un ventre mou. Les personnages manquent un peu de développement. On a toujours l'impression d'assister aux mêmes scènes, notamment cette femme qui arrive avec un petit ami plutôt jaloux. Elle s'assoit à côté d'un médecin et puis il y a un petit jeu de drague entre les deux. Et à chaque fois qu'on est
est qu'on est amené à voir ce trio, il se passe toujours la même chose. Pareil pour ce couple De fortuné, j'ai envie de dire. de fortunés, dont du coup la femme qui s'appelle, c'est Gena Rowlands, qui était la femme de John Cassavetes à l'époque. Et donc John Cassavetes, c'est le chef de l'équipe d'intervention. Et pour la petite histoire, ce couple. Je pense, en fait, ils n'étaient pas vraiment chauds pour un film comme ça parce que c'est pas du tout de leur calibre. C'est pas vraiment calibre, mais c'est-à-dire c'est pas le genre de film dans lequel ils ont l'habitude de tourner. Ils sont plutôt dans du cinéma indépendant. T'as John Cassavetes qui va filmer c'est donc réalisateur qui va filmer des films à petit budget en indépendant, tu sais, en production indépendante, et c'est des films qui tournent chez lui en fait, avec toute la même troupe d'acteurs. Il aura fait ça pendant des années, et quelquefois quand il manque d'argent pour tourner, pour produire ses films, dans ce cas-là, il accepte des projets de films série A. Voilà. Notamment celui-là, du Notamment coup. celui-ci, et je pense qu'en fait, ça lui a fait ni chaud ni froid de tourner là-dedans, quoi. Ok. C'est le personnage qu'on appelle au bout d'un moment dans le film. On lui dit on aura besoin de toi pour C'est ça. tes hommes et Le chef de ton l'équipe savoir-faire. d'intervention, ouais. Et ben j'espère ne pas faire appel. Enfin, j'espère que dans la vraie vie on fait pas appel à ce genre de personnes, parce que c'est ce que je me suis dit un peu tout le film. C'est du coup l'intervention, elle va se passer à la dernière minute. C'est ça. Du coup, une opération qui va déloger un tueur. Il faut attendre 90 minutes enfin je sais pas combien c'est de temps un Super Bowl. C'est 4x15 si je dis pas, ou 4x10. Ah, tu sais beaucoup de choses, toi. Non, on a regardé le Super Bowl cette année ici, mais je me suis endormi. Le truc, 4x10, je crois. Le truc, c'est que si tu risques si tu essaies de tuer le mec qui est planqué et que tu le rates, tu peux t'attendre à des représailles et peut commencer à tirer sur tout le monde. Donc pour éviter ça, du coup, ils essayent de temporiser et plutôt d'attendre. Et finalement, ça se passe comme ça. Désolé, je vais entrer dans la partie spoil du coup, mais du coup, finalement, ça marche pas puisqu'il tire quand même sur la foule et en fait, finalement, l'opération de police est un fiasco. Ouais. Moi, je l'ai vu vraiment. Je me suis dit, oula, heureusement que les méthodes ont changé, parce que si les gens qui voulaient tirer sur des foules, on les laissait vivre un match, ils pouvaient regarder le match, manger des nachos, des Kinder et tout. Non. Ceux qui veulent cacher, à un moment, il y en a un celui qui tombe il y en a deux qui sont escaladés. Qui se mettent derrière les lumières là. Ouais, ça j'ai trouvé ça. Il faut que personne le voie. Trouvé ça cool. Personne le voit. Personne le voit. En même temps, mais en même temps, c'est la finale du Super Bowl. En même temps, c'est la finale. Ouais. C'est vrai. Bon, après, cela dit, il y a quand même pas mal de coups de feu qui sont échangés. Et là, pareil, je pense que des coups de feu, même dans un stade où ça crie, tu dois quand même entendre des détonations. Vous savez qu'à un moment où il se prend une balle à peu près dans le cœur quand même, ou c'est en tout cas par là. Et du coup là je me suis dit peut-être que c'est ça la fin, et en fait non, après il est en pleine forme et il tue encore 15 personnes avec la balle dans le cœur. Je suis pas expert en anatomie, mais d'autant je suis quasi sûr que là il est pas en forme. Il y a quand même un mec qui l'a braqué juste avant, qui lui a tiré dessus, oui. Et après ce mec on le voit plus. Enfin il pourrait très bien le reviser ouais c'est vrai, et peut-être en venir à bout, tu vois. De ouf. Mais je pense que le film veut plutôt te montrer la détresse de quelqu'un qui n'a rien à perdre, visiblement, tu vois, et dont on ignore complètement les motivations. Et pour moi, c'est ça qui est flippant. Ouais, dans le livre non plus, j'allais te demander, parce que le personnage est hyper mystique dans le film. Déjà, on voit pas sa tête pendant... pendant un bon bout de temps, tu vois juste t'as un plan moyen où tu le vois tirer sur John Cassavetes, mais ça va très vite. Ouais, c'est pire, et ensuite, tu le vois quand il se fait sortir du perchoir, là, à la toute fin. C'est ça. Et du coup, il y a pas de... Même dans le livre, il n'y a pas Tu parles de flashback, etc., on n'en sait pas plus. Il y a flashback vite fait quand il est avec son frère, il me semble, dès le 2e chapitre. Et en fait, il y a déjà une question, il joue avec une arme à feu. Voilà, donc je pense que ça a dû être comment le bouquin essaie de te faire comprendre que dès l'enfance, être amené à manipuler des armes, même si c'est pour jouer, t'en deviens... plus tard peut-être adepte, et pour peu que tu aies une vie de merde, tu vas commencer à péter un câble. Alors après, c'est pas pour rien que ce film est sorti. Pourquoi l'existence de ce film, en fait, c'est parce qu'il y a eu une tragédie, malheureusement,
il y a malheureusement une tragédie le 1er août 66 où on a j'allais dire le personnage, mais il a vraiment existé malheureusement. C'est Charles Whitman qui, à 25 ans, en fait, il est monté tout en haut d'une tour dans un campus universitaire et qui a commencé à tirer sur tout le monde au sniper, et avec toutes les armes qu'il avait. Ok. Donc ça a été assez long avant que quelqu'un n'intervienne. En plus, ce jour-là, il faisait une chaleur à crever apparemment, et les gens, ils étaient tous planqués, mais ils avaient les mains et les pieds qui brûlaient avec la chaleur du Ok. soleil Le béton, sur ouais. le béton, et en plus, ils pouvaient pas dégager de là où ils étaient, quoi. Donc c'était vraiment une journée éprouvante pour ceux qui l'ont vécu, notamment Toby Hooper qui était dans les parages. Donc Toby Hooper, c'est le réalisateur de Ok. Massacre à la tronçonneuse. C'est ce qui leur a donné l'idée de faire ce film également. Donc cette Ok. tragédie qui intervient, il me semble que c'est 2-3 ans après l'assassinat de Kennedy, aura vraiment imbibé tout le cinéma des années début 70, enfin déjà fin 68 avec La Cible de Bogdanovich, et tout le cinéma des années 70. Et donc ce film-là, il fait vraiment partie de cette trilogie, on peut dire, des années 70, avec d'autres films qui sont sortis. Alors, il faut que je retrouve mes notes. On avait parlé de Un justicier dans la ville. Est-ce que c'est un peu dans la veine Alors, pas, c'est pas- Différent dans quand la même. période? non, là, C'est pas pareil. on parle vraiment de quelqu'un d'isolé, enfin, pendant un événement important. Donc Ok. là, par exemple, il y a Black Sunday, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sorti en 77, où un groupe de terroristes essaye il me semble parce que j'ai pas vu le film depuis longtemps, mais je crois qu'ils veulent comment intervenir, enfin buter des gens pendant un match de football américain, il me semble. Et le deuxième, c'est le Toboggan de la mort, Roller Coaster, pareil, sorti la même année en 77, où on a quelqu'un qui piège un grand 8 qui met une bombe à un endroit. Ok. Alors le point commun entre ces deux films, c'est que clairement les personnages, les méchants, ont des revendications, tu sais ce qu'ils veulent, ce sont des terroristes, tout ça. La seule exception à ces trois films, c'est le film dont on est en train de parler, Un tueur dans la foule. Pour le coup, le personnage, on ne sait rien du tout de ses Rien motivations. du tout. Et c'est ce qui est, pour ma part, c'est ce qui fait que j'aime bien ce film, c'est que tu restes à la fin du film avec un sentiment d'incertitude. Bah, que rien n'a été réglé Rien en n'a été fait. réglé, voilà, c'est ça. Que peut-être, enfin, comment la violence qu'a pu connaître les États-Unis avec les tueries dont je vous ai parlé, Ouais. cette violence ne cesse d'engendrer des monstres quelque part. Et c'est toute l'histoire de l'Amérique en fait qui se bâtit quelque part sur le sang. De temps en temps, t'as des massacres, etc. Ouais. Que ça peut par des gens de la nation, quoi. que ça peut arriver au prochain match en fait, parce qu'il dit travaille pour qui et il le C'est dit ça. pas, et probablement qu'il travaille pour personne en fait, qui avait juste envie d'être là Alors, ce jour-là. ça me permet de rebondir Ça te sur, permet de rebondir. exactement. Alors je permets de situer, c'est à la fin du film, quand ils l'ont débusqué en fait ce shooter, il y a tout de suite ce commandant de la police qui lui dit bon allez tu travailles pour qui là, pour qui tu es, tout ça, donne-nous des infos et tout, et en fait il en donne pas et je te laisse reprendre la main. Alors, faut savoir que ce film, il était question ensuite qu'il sorte à la télévision. Et les producteurs, quand ils ont eu l'occasion de diffuser le film, se sont dit, avec un sujet pareil, c'est pas possible de diffuser le film. Donc, en fait, on va devoir retourner des minutes supplémentaires. Donc, ils ont fait appel au réalisateur Larry Pierce qui a refusé. Donc, c'est un autre réalisateur qui a tourné 40 minutes supplémentaires. Le rôle du sniper, alors j'ai plus le nom en tête, mais allez checker sur internet, vous allez retrouver. Il faut regarder sur IMDb, pas tout de suite les premières lignes, mais il apparaît un petit peu après. Il a repris son rôle, d'autres acteurs aussi. Et alors en fait, ces 40 minutes apportent une deuxième intrigue. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments du film qui ont été retirés dans le film original. Et en gros, le truc, c'est que tu as un groupe de braqueurs, de voleurs, qui veulent voler des tableaux dans un musée à côté du stadium. Et donc, ils vont envoyer un gars, un tueur avec un fusil, pour détourner l'attention des policiers.
D'accord. dans le but de braquer Le musée. Mais tu vois clairement que tous les plans qui ont été tournés ne matchent pas du tout avec les plans du film, quoi. Et Ça veut rien dire parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de tuer autant de gens si c'était non, juste mais un leurre. alors du coup, le truc c'est Ça a pas que de sens. le sniper ne tue personne dans cette version-là. D'accord, ah oui, d'accord. T'as tous des plans d'insert qui ont été retournés après où en fait il vise les sièges et il esquive des gens en fait. Il tire juste à côté d'eux. D'accord. Donc ça, Il y a un film dans le film. il y a un film dans le film, ouais. Alors ce film, dans la version que j'ai ici, il est disponible mais en mauvaise qualité. Vous pouvez par contre taper le titre du film sur YouTube et trouver dans la même qualité, c'est-à-dire un VHS RIP. Je crois que c'est passé sur un truc satellite. Il y a même marqué SAT sur le truc. Donc il y a moyen de le mater en intégralité, en version Version télé du coup. version télé, c'est ça, sur YouTube. Oui, Ouais. D'ailleurs, en termes de figuration, ça a été filmé pendant un vrai match ou alors ils ont payé des milliers de figurants. Ça a été filmé pendant un vrai match. Ça a été pris donc lors d'un match de foot universitaire entre Stanford et l'USC. Alors, Dans ce stade-là, du coup, avec. Ouais, c'est ça. autant de gens, Qui s'est ok. déroulé au Colisée le 8 novembre 75. Ouais. Ok, ça doit être marrant d'assister à ce tournage parce que du coup, t'as un match et t'as des gens qui font de se tirer dessus au-dessus de toi. Je pense Ok. qu'à mon avis, il y a les images qui ont dû être filmées d'abord le match. Enfin, le réalisateur, il a d'abord posé ses Ouais. caméras pour filmer le match, qui, cela dit, est anecdotique. Enfin, on s'en fout complètement. Complètement. C'est pas sur Ouais. voilà. Et par contre, après, ça a permis de se concentrer directement sur les plans de foule. Et je trouve que là, par contre, il s'en sort vraiment bien, notamment dans le dernier quart d'heure où tout s'emballe. Et on a des mouvements de foule incroyables, avec quand même des cascades qui sont, tu vois, des gens tomber de très haut sur d'autres. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant pour l'époque, quoi. Et j'ai trouvé ça fantastique. Parce que ça m'a fait tout de suite penser à des films de zombies, moi. Ouais. Je me suis tout de suite dit, ah tiens, les mouvements de foule ont l'air vrais. Il y a une séquence, je vous la décris vite fait. Il y a un personnage qui comprend qu'il y a un shooter, qui comprend que sa famille est en danger, il comprend que le shooter vient de tirer. Donc le mouvement de panique est en train d'arriver. Donc il doit se dépêcher d'aller retrouver le siège où il y a sa famille. Il court dans les couloirs, et là on entend que la foule arrive dans les couloirs, et le bordel arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que on a une marée humaine qui sort de tunnels, et il pousse ce personnage contre le mur. Et j'ai pas souvent vu ça, à part avec énormément d'effets spéciaux, à part avec des films de zombies. Et c'était super impressionnant. Franchement, en termes de foule, je me souviens pas avoir vu un film où il y avait autant de figurants, où on les voyait distinctement, où les plans ont été très longs. Parce que finalement, il y a des plans où toute la foule rentre sur le stade, où la foule Ouais. tombe des gradins, tombe des fenêtres, tombe de partout. Et pour l'époque, ça a dû faire très peur, je Ouais. pense, ces images au public. Mais même C'est encore, moi, quand je vois tous les moments où le tueur va commencer à tirer des coups de feu, notamment à travers le viseur, à chaque fois que je vois le viseur, moi, je suis en tension, j'ai peur. Je me dis, ça y est, ça va dézinguer. Et c'est vrai que les images, pour le coup, sont hyper graphiques. Enfin, tu vois, t'as des projections de sang, il tire, il y a notamment un sniper qui se fait auto-sniper, mais à travers la lunette. Enfin, ça aussi, en termes d'image, je trouve ça assez fort, tu sais, ce mec, on peut imaginer qu'il a fait son service militaire comme l'a fait le vrai tueur Charles Whitman, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu comme renvoyer à son pays toutes les méthodes qu'on Bien sûr. a appris pour tuer. Et je trouve que le plan, il est hyper chargé en symbolique, le fait d'avoir un sniper qui en snipe un autre à travers sa lunette, quoi. T'as un effet de miroir inversé, en fait. Ouais. C'est pas- Mais il y a un détail, moi, alors vous allez me dire, il est fou, lui. Mais il y a un détail qui m'a fait dire que c'était vraiment crédible. C'est que quand il commence à charger la première fois son fusil au tout début, et ben en fait, son fusil a déjà été utilisé, on imagine, beaucoup de fois, puisque l'arme est rayée. Elle n'est Ouais. pas comme dans les films qu'on voit aujourd'hui où l'arme est neuve. Ouais, Non. genre les Là, toiles, ici, quoi. on a une arme, on la voit qu'elle est usée, et ça c'est un peu la patte de ces années-là aussi au cinéma, où les objets n'avaient pas besoin d'être neufs et sortis d'un unboxing. L'arme, on sent qu'elle a déjà servi, elle est rayée de partout, il y a de la peinture qui manque et tout ça. C'est du détail, hein, vraiment, mais rien que ça donnait une crédibilité en fait à son intention à lui, le shooter. Donc c'est tout con, mais rien que ça, moi, ça me met dans le bain.
Et dommage qu'on a un creux dans le film après ça, quoi. Ouais, c'est dommage. Mais enfin, ouais, il y a que ça qui pêche pour moi. Il y a- Malheureusement, c'est le Il y a traitement un des truc qui personnages. pêche pour moi, qui est lié, je pense, à l'époque, mais que maintenant on remarque bien heureusement, c'est que la représentation de tous les personnages féminins, elle est dramatique. Enfin, je trouve. La première, elle se réveille, elle veut que son mari revienne dans le lit, et elle fait une remarque par rapport à la nuit d'avant. La deuxième, on dit qu'elle a dragué tout l'avion et elle passe pour je sais pas quoi. Après, c'est dans le T'as- restaurant. t'as le mec qui doit des dettes, et Le puis- vieux, voilà, qui lui touche le sein, je sais pas quoi. La mère de famille, dès qu'elle dit un truc, c'est pour râler sur le mari ou pour les enfants. Et lui, il est en mode ah, occupe-toi des enfants. Ah, puis il y a Moi, même- j'ai mes jumelles. Ouais, J'ai puis l'impression- vraiment, toutes, Ouais, ouais, elles enfin. sont toutes représentées de manière. Oh là là, femme quoi. Une certaine vrai. époque. Ouais. Et à la fois malheureusement et à la fois heureusement, du coup maintenant on le remarque et ça choque, donc tant mieux. Mais putain, quand tu regardes ça, tu te dis c'est pas facile. Hein. Parce que du coup, ça devait être un truc anodin pour eux, tu vois, dans le film. Ils devaient se dire bah, Ouais. y a aucun souci en fait. Bah, c'est marrant parce que Je c'est voulais pas. le dire parce que ça m'a marqué. Genre vraiment, je me suis dit à chaque fois, au début, tu sais, je me suis dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, ok, bah toutes. Bah, de toute façon, c'est symptomatique Malheureusement. d'une certaine Ouais, bah, époque. Hein, on on va pas pense- se mentir. Hein. Ouais, ouais, on en parle souvent, puis on se l'est déjà dit. Enfin, même moi, je l'ai remarqué au travers de ma cinéphilie que à chaque fois, les femmes sont toujours. Bah, le traitement, il est le traitement des femmes, il est catastrophique. catastrophique à chaque fois, la plupart du temps dans les films américains, quoi. Mais ce qui le sauve, bah, c'est pas son scénario, son traitement des femmes, c'est vraiment pour moi sa technique. Parce que dès le début, on a ce truc-là où on filme une lunette de sniper et en fait on te dit bah ouais, on a cherché des manières de filmer une foule, de filmer un shooter qui en vaille la peine. Et moi je suis très fan des plans larges au cinéma, quand on voit bien ce qui se passe. Et là, un stade, c'est vraiment un lieu parfait pour filmer en plan large et bah j'ai pas décroché, je me suis toujours dit ah ben on est en train de regarder le match. Bon d'accord, on se fait chier, mais on est dans ce match et j'y crois quoi. Ce plan d'intro d'ailleurs où on voit ce sniper s'entraîner à tirer sur des cyclistes là en fait rappelle vraiment un autre film, fait écho vraiment à un autre film de Don Siegel, le maître de Clint Eastwood en termes de réalisation, pour l'intro de l'inspecteur Harry du premier, où tu vois le personnage de Scorpion. Alors Scorpion qui lui aussi est tiré d'une histoire vraie du tueur du Zodiac en fait. Et en fait Scorpion s'amuse à tirer à la lunette, pareil il est tout en haut d'un building et il vise une piscine une piscine ouverte à l'extérieur tout en haut d'un autre immeuble où une fille est en train de nager et en fait il s'amuse vraiment à il joue un petit peu, il tire pas tout de suite, tout ça. Alors les deux sont intéressants du point de vue dont c'est filmé, mais vraiment moi celui à choisir des deux, c'est celui d'un tueur dans la foule qui me glace vraiment le sang à chaque fois. The Killer qui est ton top 2 de l'année 2023. Oui. Ouais. Mais ça Sniper, ouais, mais le sniper il parle alors que là c'est un sniper c'est vrai. qui parle Il pas. rate, alors que là il rate pas. Il parle Très bien. pas et la seule chose qu'il dit c'est à la fin du film c'est ne me faites pas de mal quand la police l'arrête. Et ça je trouve ça pareil, c'est chargé de symbolique, c'est incroyable quoi. J'ai l'impression d'assister comme si un enfant à qui on avait retiré Son jouet, ouais. qu'on venait de gronder parce qu'il avait fait une bêtise en fait. Ça m'a fait vraiment penser à ça. J'ai trouvé D'accord. ça hyper marquant. Parce que pour toi ça veut. Vous l'avez vu comment le film de toute façon elle est où son intention au film d'après vous? Pour moi, c'est encore plus quand tu le contextualises de ce qui s'est passé avant, c'est un peu un film de peur ça peut être un mec qui est même pas motivé, qui vient tuer des gens et en fait vu qu'il est pas personnifié, enfin qu'il il a pas de motive ou de backstory, ça peut être n'importe qui, à peu près n'importe où et c'est à peu près ça pour moi, c'est genre on a peur. Ok. Moi, je me dis que en fait, tous les personnages qu'on voit là dans ce ventre mou, en fait, malgré ça, il en ressort quand même des choses, c'est-à-dire visiblement, le couple de vieux là, ça va pas du tout dans leur couple. Et au moment où ils vont se rabibocher, le tueur finit par porter ses premiers coups de feu et tuer le mec. Tout ça va avoir un impact sur ces personnages. Et pour certains, ça va ils vont en tirer quelque chose Tirer quelque chose, ouais. Ouais, tirer quelque chose. Ils vont en ressortir, si tu veux, de quelque chose de
positif entre guillemets, c'est-à-dire que le père de famille va à un moment donné se rendre compte que être père c'est aussi protéger les siens et retourner là où ils sont pour tenter de les sauver quoi. Ensuite il y a cette femme qui se fait draguer par Le docteur. le docteur et qui drague aussi visiblement. Mhm. Finalement elle est beaucoup mieux à se faire sauver par lui et on voit clairement l'autre partir et se barrer, on le reverra On le voit plus. jamais. lui, après, hein. Donc finalement, elle est quand même bien tombée avec ce docteur, mais on imagine qu'ils vont repartir ensemble tous les deux. Donc il y a du Il y a du bon. il y a du bon dans du mauvais. Ouais, pour certains personnages. Hein. Après, il y a le Il y a pickpocket, de par exemple, ce l'optimisme, quoi. personnage du pickpocket qui Excellent. finalement il a ce qu'il mérite, tu vois. Il va se faire buter parce qu'il a passé toute la journée à remplir ses poches, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, cet acteur dont j'ai oublié le nom a un passé enfin, il a déjà joué des pickpockets par le passé dans ses films. C'est pas pour rien que le réalisateur lui a demandé et il a dû prendre des cours De pickpocket. Il a dû prendre des cours de pickpocket. Un Pierre qui Ok. connaît Ouais. pas mal d'anecdotes sur les pickpockets. Je suis épaté. D'ailleurs, mon portefeuille. Puis... ok, bah, on a fait le tour de Un tueur dans la foule. On a plutôt fait. T'avais un dernier tour. truc. Je vais regarder. Mais oui, bah c'était ça ma dernière remarque et je pense que ça Ça conclut. conclut. Vas-y, conclue. C'est que bah, finalement, ce genre de film, après le 11 septembre, ça n'a plus du tout la même saveur, puisque en fait, la menace avant, elle était sur des personnages, enfin sur des individus qui terrorisaient une foule, des gens qu'on ne savait pas. J'ai envie de les appeler des jokers. Parce que finalement, c'est ça un peu le Joker, c'est quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé dans la société et qui va vouloir se venger auprès de tout le monde. Tu vois, moi je le vois comme ça, le personnage de Marvel, de DC. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve que j'ai pas souvent finalement vu beaucoup de films sur les shooters, mais plus sur un pays ou une organisation internationale qui Ouais. terrorise, parce que de toute manière, 2001... C'est vrai. le 11 septembre a fait qu'il y a tout un cinéma qui a changé. Et ça fait partie de l'ancien cinéma des attentats, quoi. Finalement, même le film dont j'ai parlé dans l'émission précédente, La Misanthrope, donc qui est l'histoire d'un sniper, on ne sait pas c'est qui, on mène l'enquête, etc. Et même à la fin, finalement, il a des motivations pour justifier. Enfin voilà, C'est tuerie, ouais. voilà, on te donne une explication. C'est vrai que c'est plus des individus. Un film comme Un tueur dans la foule, tu ne peux plus faire ce genre de film maintenant. Non. Ouais. Parce que le méchant n'a aucune. On ne sait pas. Il faut Et donner ça, un- c'est pas possible. Il faut que Ouais. le spectateur il a un Il y a un contexte. motif, Sans ça, il faut pas le laisser. ça va lui rappeler les histoires de sombres de son époque, quoi, tu vois. Enfin, ça va le renvoyer à Kennedy, ça va le renvoyer au massacre de la tour au Texas. Tout ça, le public américain. Ah bah non, mais ils en tourne à la veulent page, pas. Ils en veulent plus. Parce en que fait. plus, C'est fini, ça. et en plus, c'est aussi de dire que comment ça se fait que quelqu'un arrive avec un fusil, quoi. Et puis c'est aussi le fusil qui tue. Surtout dans ce film-là, quoi. C'est la personne, on s'en fiche. C'est le fusil qui tue. Et donc il y a un peu un discours qui sera plus entendu aujourd'hui, enfin qui a toujours été essayé d'être entendu aux États-Unis. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais les armes aux États-Unis, c'est encore d'actualité en 2024. C'est un débat. Et avant d'enchaîner, Pierre, t'as ramené 3 films de snipers. Oui, 3 dont films tu de veux parler. sniper. Pour les Et amateurs en de vitesse. films de sniper en vitesse, alors du coup, il y a JFK, forcément, de Oliver Stone. Donc, il y a un incontournable, hein, c'est vraiment à voir de toute urgence. Dans un registre un peu plus léger, Downrange de Rei Kitamura, donc le réalisateur de Midnight Meat Train, qui est un petit thriller assez sympatoche, j'ai bien aimé. Et enfin, American Sniper de Clint Eastwood. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà dû voir ce film, mais c'est toujours bien d'en reparler. Je précise également Stalingrad, dont j'ai oublié de ramener le DVD, de Jean-Jacques Hano. Et voilà pour moi. Merci. Nous gardâmes un silence poli sur American Sniper. Mais commence pas à faire des débats comme ça, toi. J'essaie de vous engrainer un petit peu, un peu de Engraine-nous pas. divertissement. Nous, on va enchaîner sur Godzilla Minus One et on envoie tout de suite un extrait. Sorti en 2024, réalisé par Takashi Yamazaki. C'est un Godzilla, j'ai pas besoin de pitcher, je pense.
Ce qu'on peut dire de spécial, c'est que c'est sorti 2 jours à Paris. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu te trompes. Déjà Ouais, déjà, ouais. Sorti 2 jours à Paris au début, non 2 jours en France, dans le cinéma Gaumont-Pâté. Ok, pardon, sorti 2 jours en France. Et après, vu que ça a marché un peu partout, ils l'ont remis 2 semaines en France. C'est à ce moment-là que j'ai pu le voir. Et pourquoi c'est sorti que 2 jours en France? Pourquoi? Ça, j'en ai pas vraiment les infos, puisque c'est assez mystique. Enfin, j'ai envie de le garder comme ça pour moi, hein, mais c'est un peu mystique. J'ai pas compris. J'ai essayé de me documenter et j'ai pas trouvé pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que quand la bande-annonce a été montrée, ça a été un petit carton. Le film promettait. Je vous parle pas du dieu, mais je vous parle du fait que le film, il avait l'air d'être cool, quoi. Et du coup, on sait pas pourquoi, mais le film s'est retrouvé dans le cinéma Gaumont-Pâté en 4DX seulement pendant 2 jours, avec 2 séances par jour, ce qui est très très peu. Et moi, j'aime bien Godzilla. J'ai une histoire un peu bizarre avec Godzilla. Je vais vous raconter tout ça tout de suite. Allez. Moi j'aime bien la proposition d'un monstre qui arrive dans une ville et qui casse tout. Ça me fascinait quand j'étais petit. Je me disais, ça ressemble à Jurassic Park ce que je suis en train de voir, parce que je vous parle bien du Godzilla de Roland Emmerich, sorti en 98 si je me trompe pas, où il y a Jean Reno dedans et Matthew Broderick. Et moi j'ai adoré ce film parce que quelque chose qui casse tout, j'adorais ça. Moi j'étais jeune, donc le 11 septembre pour le coup, j'avais pas trop compris que ça avait changé le cours de l'histoire du cinéma. Et dans celui-là, on a une créature qui casse tout aux États-Unis. C'était pas un problème. Parce que Roland Emmerich, il adore faire comment on dit ça, du demolition porn. Oui. C'est-à-dire qu'il adore tout casser. Independence Day, 2012, tout ça, ouais. Et j'avoue que déjà à cette époque-là, voir toute une ville se fracasser, j'aimais bien, parce que tu pouvais voir ça qu'au cinéma et c'était cool. Du coup, j'étais fan de ces films de Roland Emmerich. Et en fait, j'ai appris que Godzilla, c'était pas un monstre qui avait été créé aux États-Unis, mais qui avait été créé au Japon. Alors j'avais essayé de voir à quoi ça ressemble un Godzilla japonais. Et tout de suite, j'ai eu très très peur, parce que j'ai revu des créatures de Bioman. Et en fait, je me suis dit, ok, d'accord. Donc la créature originelle, c'est quelqu'un dans un costume et il casse des maquettes. Ah non, mais on va s'arrêter tout de suite là, quoi. Parce que j'étais pas du tout fan de ce truc-là. Je voyais que du carton-pâte. Je me suis dit, c'est con, il y a que les États-Unis en fait qui arrivent à faire un Godzilla. Voilà. Et finalement, c'est en 2014 que j'ai vu mon deuxième Godzilla. Et ouais, c'est très tard. Celui de Gareth Edwards. Celui de mon ami, non, pas de mon ami, mais d'un réalisateur que j'aime bien, Gareth Edwards, ouais. Et dans Godzilla en 2014, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. On sent pour le coup que le 11 septembre est arrivé, puisque le film est très dur avec les créatures qui cassent des villes. Cette fois-ci, c'est pas drôle du tout. On n'a pas des immeubles qui sont fendus en deux, où on se dit c'est cool. Non, là, c'est tout de suite, il y a une gravité, qu'il y a des immeubles qui sont en train d'être cassés. Et finalement, il y a Netflix qui a sorti en 2017 ou 2016 sa trilogie sur Godzilla, et du coup c'est une trilogie de films d'animation sur Godzilla, et que j'ai trouvé trop bien. J'ai adoré, et c'est là où j'ai compris en fait ce que c'était Godzilla pour le Japon. Et du coup maintenant on est en 2023, je vois la bande-annonce de Minus One, et là je me dis j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie de voir ce que ça donne, le pays qui a créé cette créature, qui en fait un nouveau film. Il faut savoir que Minus One, c'est un peu un reboot de la saga, puisqu'il s'appelle Minus One parce qu'il se passe 1 an avant le premier Godzilla. Ok. C'est pour ça. Et donc il prend place à l'après-guerre. Le Japon est en pleine reconstruction. Je parle bien de Minus One. Et on ne parle pas des États-Unis, on ne parle pas du fait qu'il y a eu la guerre du tout. Parce que c'est un non-sujet, il ne faut pas parler de la guerre quand tu parles quand tu es au Japon, quoi. Parce que je vous explique pas qu'il y a une bombe nucléaire, et c'est ce qui a un peu donné aussi l'identité de Godzilla aujourd'hui.
Et du coup, voilà, je suis allé voir Minus One le 8 décembre, donc le deuxième jour de sa sortie et le dernier jour de sa sortie, à la dernière séance en 4DX à mon Gaumont-Pâté, cinéma Gaumont-Pâté le plus proche. Et j'ai vécu ma première séance en 4DX de ma vie. Et ben, je peux vous dire que la 4DX n'a pas réussi à gâcher mon plaisir, parce que je vous raconte pas, mais la 4DX c'est vraiment l'enfer sur terre, quoi. Parce que t'es reparti avec les vêtements tout mouillés. Ah mais j'ai mis mes pieds, mes mains, j'ai tout mis. J'ai essayé de mettre, enfin vraiment, c'est fou de regarder un film où il y a des où on te balance de la fumée, où on te balance des éclairs, ça te gâche totalement. À un moment, il y a tellement de fumée dans la salle que tu vois plus les sous-titres. Ah. Parce que Ok. tu te rends compte à quel point c'est con. Ça pue la 4DX, olfactivement parlant, puisque la machine à fumer a l'air de pas très bonne qualité. Du coup, t'arrives pas très bien à respirer pendant ta séance. C'est vraiment super. Ah, nickel. Donc, je vous conseille pas du tout d'aller voir des films en 4DX, surtout pas, n'y allez pas. Je crois que j'ai payé 31 € ma séance. Ça ne valait pas du tout la peine. 31 €. J'ai payé, je crois que j'ai plus de jambe gauche, faut que je revérifie, mais j'ai tout donné pour aller voir ce film. Ok. Parce que j'avais vraiment envie d'aller le voir. C'est ça aussi, Minus One, c'est que dans la bande-annonce, j'ai vu un monstre qui avait l'air vraisemblable. J'ai vu un monstre qui ressemblait à ce que j'avais envie de voir en fait dans une créature. Et j'ai pas été déçu du tout. Moi j'ai adoré le film. Après je suis vraiment, j'adore les films de monstres, j'adore les films de kaiju. Je trouve que c'est l'un des meilleurs films de kaiju que j'ai vu. Je vous spoil pas puisque vous imaginez bien que Godzilla il utilise son arme qui lui est propre, c'est-à-dire son rayon laser là. Et son rayon laser, je trouve qu'il a jamais été mieux fait que dans Minus One. Et rien que pour ça, je trouve que le film est incroyable. Ok, bah moi c'était mon premier Godzilla, et à l'heure actuelle mon dernier aussi, parce que j'en ai vu qu'un. Ouais, je connaissais dans la culture, tu vois, je crois que j'avais vu un Godzilla vs Kong. Ah ouais. Du coup, j'avais pas du tout l'histoire de Godzilla, donc j'ai tout découvert avec celui-là. J'ai vraiment bien aimé. Mini problème avec l'intro, un peu comme toi, où je le trouvais vraiment cheap à ce moment-là du film, mais après ça va. Et ouais, c'est vraiment bien. L'endroit où ils vivent, le village un peu complètement délabré où ils vivent, je le trouve super bien fait. Les moments dans la maison, ça marche avec l'enfant, etc. Et les scènes d'action, elles sont trop cool. Quand c'est filmé dans l'avion, etc. Et la bête, dans l'océan, elle rend vraiment bien. Je trouve qu'elle est vraiment impressionnante. C'est bien foutu, les scènes en bateau, etc. Le seul truc qui m'a dérangé, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que le scénario il te prend quand même bien par la main pour t'expliquer ce qui va se passer. C'est peut-être pas nécessaire, si on peut passer peut-être à la partie où ça spoil maintenant. Maintenant, à la fin, il s'en sort avec le siège éjectable. Et en fait, il y a un flashback où le perso, c'est limite s'il lui dit regarde, là il y a un siège éjectable, tu vas l'utiliser en tuant Godzilla, d'accord? Et le spectateur ne va pas s'y attendre. On revient dans l'histoire actuelle et du coup, on s'y attend, tu vois. C'est pas très grave. Mais pour moi, c'était un peu dommage. On aurait pu être surpris par certains éléments. Et pour moi, c'était vraiment pas le cas. Ça m'a pas sorti du film. En plus, il y a une réal, je trouve, très animée, un peu, tu sais, dans le style. Complètement. Tu parlais de SNK tout à l'heure en référence. Je vois un peu ce que tu voulais dire. Tu veux peut-être développer direct là-dessus? Oui, si tu me donnes la main comme ça, je veux bien. C'est que moi, j'ai vraiment vu. Je sais pas si vous connaissez l'attaque des Titans. Ouais. C'est un manga qui a fait plutôt fort effet. Qui est sorti en 2014 ou 2013, si je me trompe pas, en manga. Ça se passe dans une région où toute la civilisation s'est fortifiée dans un mur. Et il y a des titans, donc des personnes un peu comme des zombies, mais qui font 4 mètres de haut, qui viennent attaquer continuellement cette région. Et en fait, les personnages dans la ville ne savent pas pourquoi est-ce qu'il y a des titans depuis toujours, en fait, finalement. Donc ces créatures, on les appelle les titans, qui viennent attaquer ces murs, et on ne sait pas. Et il y a un aspect très dramatique dans la série où on voit les proches des héros se faire littéralement manger, casser en deux, totalement balancés, totalement dévorés. Et j'ai retrouvé un peu cette patte de ce manga-là dans le Minus One, parce que
il y a un aspect, c'est terrible. Il y a une violence, je trouve, dans la première attaque de Godzilla. Il regarde même pas où est-ce qu'il marche. Il ne regarde même pas où est-ce qu'il marche. Il va tout droit. Son but, c'est de détruire. J'imagine que pour tout Japonais, ça doit être très dur de regarder un film comme ça. Parce qu'on parle quand même d'une créature qui vient délibérément tout dégommer. Alors qu'il y a la guerre qui vient d'arriver. Il y a vraiment, il faut vraiment comprendre que dans le film, la guerre est un non-dit. Je le répète, pour bien que vous compreniez, mais le Japon est en reconstruction, n'a pas un sou, il n'y a pas de gouvernement. Les États-Unis sont là, ils sont un peu en train de diriger ce qui se passe au Japon, et les Japonais, ils doivent s'organiser entre civils s'ils veulent que les choses avancent. Et dans Minus One, c'est les civils qui vont attaquer, qui vont faire en sorte que Godzilla n'attaque plus leur ville, quoi. Ouais, ça donne un moment trop beau où justement il dit on est obligé de les faire nous-mêmes avec les moyens du bord entre guillemets et du coup les gens la chance c'est très faible de gagner, tu vois, et il y a ce moment, bon c'est un peu dans beaucoup de films où ils disent moi je viens et même si c'est cliché, je trouve la scène elle marchait vraiment super bien parce que on a investi avec les personnages et j'ai vu des critiques justement par rapport à ça sur le jeu en mode c'est mal joué, il pleurniche etc, mais en fait faut savoir c'est une langue à laquelle on n'est pas forcément habitué, et du coup, ils ont leur manière de parler, et effectivement, ça peut faire bizarre. Moi, je sais dans les films japonais et aussi films coréens, où du coup, ton oreille n'est pas habituée, et tu peux te dire, mais il joue mal cette réplique. En fait, non, il la joue comme ils parlent eux, tu vois. Et donc, je pense que le personnage principal joue bien. Juste qu'il y a des fois où, effectivement, faut rentrer dans le truc, parce qu'on peut se dire, ouais, il est surdramatique, mais je pense pas, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je sais qu'il y a d'usage en fait dans les Godzilla, il y a deux réalisateurs. Il y a le réalisateur qui est là pour filmer les effets spéciaux et un peu tout chapeauter au niveau créature, maquette, tout ça. Et il y a le réalisateur qui va s'occuper que des séquences, on va dire hors effets spéciaux. C'est-à-dire que tous les dialogues, tous les moments. Et là, on a retrouvé un peu cette patte-là. J'ai essayé de regarder s'il y avait deux réalisateurs. Là, il me semble qu'il n'y en a eu qu'un seul. Donc il a dû chapeauter à mon avis les deux choses, mais c'est d'usage parce que faut savoir que j'aime tellement ce film que j'ai écouté l'un de mes premiers podcasts de ma vie sur Godzilla après avoir regardé le film, parce que je voulais pas sortir du film, et j'ai regardé, je vais les citer quand même, mais j'ai écouté le podcast Blockbuster de Radio France, il me semble. Du coup, allez le voir, ils vous en parleront mieux que moi. Mais ils ont l'habitude normalement de faire avec deux réals. Et là, c'était un parti pris quand même de garder de toute façon, on le voit dans le film, qu'il y a une réal différente pour les deux, comment dire, des deux genres de séquences, quoi. Ouais. Ok. Trop bien. Et selon Télérama, et je suis assez d'accord avec eux, selon le Télépoche, ce film d'époque, malin et impressionnant, met à l'amende le blockbuster américain moyen. Et ça, putain que c'est vrai, parce que j'ai trouvé une sincérité, et en fait c'est ça aussi dans Godzilla que j'aime bien, c'est que on sent que c'est fait avec les tripes, on sent qu'il y a une histoire qui est traditionnellement japonaise, et c'est ce monstre fait de nucléaire, c'est ce monstre qui arrive de la mer. Qu'est-ce qui arrive de la mer ? Au Japon, il y a beaucoup de menaces qui arrivent de la mer. C'est pas un hasard si Godzilla, moi je le rapproche vraiment de la vague de Hokusai, puisque c'est vraiment ce tsunami qui arrive. C'est vraiment cette bombe nucléaire et moi je suis fan. Et c'est ce que tu disais sur le fait qu'il regarde devant lui. Tu peux trouver que la créature est pas hyper animée, tu sais, quand elle marche sur Terre, elle est vraiment hyper... je suis très loin du micro là. Elle est hyper stoïque, hyper droite, et tu peux te dire que du coup elle est mal animée. En fait non, pour moi je suis d'accord avec Victor, c'est qu'elle ne regarde pas où elle va, comme la bombe nucléaire qui explose tout autour, tu vois. C'est qu'elle est juste là dans le but de détruire des trucs un peu près au pif. Et du coup, elle marche super bien parce que, en fait, dans la mer, elle est super bien animée, etc. Donc, s'ils voulaient la faire correctement sur Terre, ils auraient pu. Donc, je pense que c'est une volonté de l'avoir fait hyper animé du buste, quoi. Et puis, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai tigué quand j'étais petit, même encore maintenant, mais des monstres, des gens dans des costumes qui font des monstres. Là, c'était aussi la volonté de garder un peu cette figure-là. Il voulait que ça avait l'air Godzilla du coup de Gareth Edwards ou Roland Emmerich, et Godzilla comme à l'époque.
Et c'est ce qui fait que le film, c'est un produit un peu bizarre. Et comme je le disais, c'est un reboot. Je pense qu'ils vont essayer de mettre des suites et peut-être essayer de redémarrer la franchise, en fait. Et tout en restant au Japon. Et c'est vrai que là, le film n'est pas encore sorti, mais Kong versus Godzilla ou Kong X Godzilla qui va sortir, on souffle. Alors qu'on a Minus One de l'autre côté. Ouais. Pierre, t'as pas été très loquace sur Godzilla? Non, penses mais c'est parce que du coup, j'attendais que vous ayez fini d'en parler Pardon. avant de vous parler de mon expérience à moi. Donc, je suis allé voir ça dans un cinéma flambant neuf. On était à peu près une dizaine dans la salle. Alors, petit message au passage pour tous les gens qui cassent les couilles avec leur popcorn et leur sachet en plastique qui fait du bruit, mais systématiquement pendant toutes les séances. Munissez-vous d'un pot de popcorn en plastique, et vous le ramenez dans la salle. Et là, vous mettez le popcorn du sachet, vous le déversez dans votre pot à vous, et ça fera plus de bruit. Voilà. Les tutos de Pierrot. Petit message. Non, mais à part ça, j'ai trouvé le film vraiment bon. D'autant plus qu'il arrive après la vague qu'a été Shin Godzilla. Donc pour ceux qui ont vu ce film, que tu as oublié de mentionner tout à l'heure, qui m'a vraiment donné envie de me remettre dans cette franchise. Une franchise qui compte à son actif, je crois, un peu plus de 40 ou 50 films Godzilla depuis c'est énorme, 60 ans. hein. C'est incroyable. C'est un film par an, un truc comme ça, quoi. C'est À un moment donné. hallucinant. Et donc celui-ci vraiment a le mérite de pas faire pareil que les autres, de respecter un peu cette tradition japonaise, enfin même beaucoup, mais tout en copiant les codes du cinéma américain, notamment avec des élans de patriotisme, etc. Enfin, tu transposes ça dans un film américain et ça aurait pu être tourné par Roland Emmerich à certains moments. Enfin, j'exagère, mais beaucoup de choses m'ont plu visuellement. Ouais, j'ai en scène une. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je vais pas répéter. Mais le début, je trouvais un peu en deçà de tout ce qui va suivre après. Il y a une destruction de la ville en plein milieu du film qui vraiment m'a coupé le souffle. Et d'ailleurs, il y a ce personnage féminin qui se retrouve aspiré dans ce souffle et qui disparaît d'une seconde à l'autre. Bon, alors par contre, moi à la fin, je suis quand même déçu de la voir dans un lit d'hôpital. Parce que vraiment, j'aurais aimé que ça donne un côté, une dimension tragique Un peu d'accord. à ce personnage. Ça, par contre, ça m'a un peu déçu. Que le film n'aille pas au bout de son idée, quoi, malheureusement. Mais à part ça, les effets du monstre, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Des effets de gigantisme. Il y a ce bateau qui arrive à un moment donné dans le champ et qui détruit tout sur son passage. Et tu vois même pas Godzilla, mais tu sens la puissance du monstre alors que tu l'as pas encore vu. Enfin, tu l'as pas vu à ce moment-là. Il va intervenir après. Et toutes ces scènes en bateau m'ont forcément fait penser aux Dents de la Mer. J'ai pas arrêté de penser aux Dents de la Mer et j'ai trouvé que ça lui rendait vraiment hommage. C'était hyper bien filmé. Et il y a aussi toutes ces scènes. Enfin, moi, dans le cinéma, j'aime beaucoup quand tu es confronté à une menace et tu as plein de personnes autour d'une table qui vont dérouler un plan et qui vont dire voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, et allez, on y va, on va essayer, tu vois. Même moi, tout ça, ça me galvanise, j'adore voir ça, et surtout, à la fin, essayer de voir ces personnages s'en sortir. Je trouve que le film, pour ça, il est vraiment classique dans la manière dont il exécute il exécute ça, en fait, c'est un peu sans surprise, mais ça fait du bien. Il est sans détour, et voilà, ça m'a fait plaisir de voir un film comme ça maintenant, enfin, qui rend hommage à tous les films qu'on a connus étant petit. Voilà quoi. Les scènes en mer, il y a une vraie tension. C'est vrai, je suis d'accord. Ok, du coup, on vous conseille Godzilla. Il sera sûrement du coup trouvable dans les mois qui suivent. Bien sûr. Je sais pas exactement comment ils vont le distribuer, vu que c'est assez mystique, comme tu le disais si bien. Mais regardez-le quand vous en aurez l'occasion, et regardez-en d'autres, vu qu'il y en a à peu près 60. Il y en a forcément des biens. Nous, on va enchaîner avec 2 petits films. Je propose de vous lancer sur La Zone d'intérêt, que vous avez tous les 2 vu, que je n'ai pas vu. On envoie un extrait. Herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause Hörs verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. La Zone d'intérêt, réalisée par Jonathan Glazer, et c'est Pierre qui va commencer à nous en parler.
Oui, alors film vu en salle très récemment. Donc on était à peu près une dizaine dans la salle. Pareil, des bruits de popcorn et tout ça. Il donne le chiffre dans la salle, il compte vraiment. Mais c'était un peu plus... Non, mais c'est vraiment un problème. Je trouve que c'est après, vraiment problématique. Des popcorn sur un film comme La Zone d'intérêt, c'est très, très bizarre quand même. D'autant plus que surtout maintenant, t'as de moins en moins de gens dans les salles et ça fait du bruit, mais comme pas possible, quoi. Enfin, je me rappelle d'une séance atroce, justement pour pauvres créatures, quoi. C'était vraiment insupportable. Donc ça peut vraiment te sortir du film. Enfin bon, bref, je reviens au film. Je suis d'accord. Alors le film que j'ai trouvé au début, je me suis dit je vais m'emmerder. Je vais m'emmerder tout le film. Ça va m'endormir. Et au final, il s'est passé un truc de dingue, c'est que j'étais hypnotisé par ce que je voyais. Je pense que c'est dû beaucoup au choix des cadres. Donc en fait, il a fait le choix d'installer des caméras dans la maison. Je ne sais pas s'il a tenu au courant son équipe de savoir où il allait poser la cam, si c'était des cams un peu cachés. C'est un truc qu'il avait expérimenté déjà dans Under the Skin, où on a ce personnage d'extraterrestre incarné par je sais plus qui, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Scarlett Johansson. Merci, c'est Scarlett Johansson, qui en fait va alpaguer des gens dans la rue. C'est des gens qui sont même pas au courant. C'est limite en mode caméra cachée, un peu comme faisait Sacha Baron Cohen pour Borat ou Bruno, où il va prendre des gens comme ça sur le trottoir et donc en fait ça crée justement un sentiment de tension parce que ces gens à un moment donné ils se disent je suis pris en otage, qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin voilà. Et du coup il avait décidé d'axer ces caméras à des endroits particuliers. Il fait la même chose ici, sauf qu'on est dans un truc beaucoup plus classique, des cadres hyper posés, très il y a vraiment une construction qui est faite dans chaque plan. Le montage il est vraiment hyper précis et alors voilà, c'est tout pour moi, c'est un film sur la puissance du hors-champ. Vraiment le hors-champ il est tout le temps là. Tu penses, tu ne peux pas t'empêcher de penser à la tragédie des chambres à gaz, etc., qui sont produits, tout en ayant en premier plan une famille qui est complètement déconnectée par rapport à ce qui se passe, déconnectée, qui s'occupe de son petit confort en priorité, quoi, et qui vit vraiment comme une famille bourgeoise allemande. Essayer d'avoir la belle pelouse, tout bien rangé, etc. Et petit à petit, il y a un sentiment de malaise qui arrive, qui va, notamment une scène où ils sont en train de se baigner dans une rivière, et puis à un moment donné, tu regardes et puis tu te dis, mais elle est bizarre l'eau de cette rivière, et puis là tu comprends ce qui se passe en fait. Tu comprends, je spoile pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, notamment pour toi Thibaut. Je vais y aller. Donc vraiment voilà, et sa toute fin qui vient te faire une proposition que j'avais jamais vue au cinéma, où là on est presque dans la réalité, on est de nos jours, et ça fait un contraste incroyable, je trouve, et c'est là où le film pour moi prend tout son sens, tout le message que le réalisateur veut porter, et j'ai trouvé ça pertinent. Et à revoir. Moi j'ai vraiment envie de revoir ce film qui m'a laissé vraiment une bonne première impression. Ping-pong, Victor, la réponse? Moi c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le film, je trouve qu'il a un hors-champ très sympathique. Je dirais même un hors-champ sonore très très sympathique, puisque le film est basé quand même sur le traitement du son. C'est-à-dire qu'on va suivre une famille qui a l'air de vivre au paradis à 2 pas de Auschwitz, et du coup c'est vraiment, il y a une séparation par ce mur entre l'enfer et le paradis, et c'est pas mal. Je pense que c'est à voir. Je pense que c'est pas sans reproche non plus, puisqu'il y a des choses que moi j'ai vraiment pas très appréciées. Il y a des longueurs dans le film à un moment donné, un peu trop poseur, mais on s'en fiche, puisque le film, il dresse vraiment des tableaux. De temps en temps, dans le film, tu es sur un plan large, j'en parlais au début d'émission, mais tu es sur un plan large qui t'explique rien qu'avec différents personnages qui sont à des endroits du plan, et t'as plein d'histoires, plein d'intrigues qui sont en train de se passer. Si tu prêtes pas attention, tu verras jamais ces intrigues. Et en fait, c'est à toi d'aller chercher ce qui se passe dans cette maison, ce qui se passe dans ce camp à 2 pas. Et rien que pour ça, c'est pas mal. Rien que pour ça, c'est vraiment pas mal. Il y a un truc très malsain dans le film. J'aurais aimé, moi, que ce soit encore plus malsain. Il y a des séquences que je ne comprends pas.
des séquences notamment avec des essais techniques en négatif, des aplats au rouge, des montages que je trouve qu'on aurait pu s'en passer, mais le film, c'est quand même le grand prix du jury du Festival de Cannes 2023. Il y a du sens. Il y a une Sandra Hüller, qui a joué dans Anatomie d'une chute, qui est vraiment glaçante. Elle fait flipper. Et son compagnon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, la personne qui est responsable de l'efficacité du camp de Auschwitz, ce couple-là, vous n'avez pas envie de les croiser sur le trottoir, quoi. Et du coup, allez le voir, je pense que vous allez frissonner, quoi. Eh ben, ça donne envie. Je vais y aller, peut-être que j'en parlerai du coup très rapidement dans une prochaine. J'avoue qu'au tout début, j'avais pas envie, mais parce que ça a l'air de pas te mettre dans une super humeur. Ah non, faut le voir être en pleine forme. Hein. En début d'après-midi, je te conseille. Ouais. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Moi, je vais vous parler de Past Lives beaucoup plus rapidement. C'est un film coréen, c'est un premier film de Céline Song que je vous conseille. Elle va en faire un deuxième très bientôt, que je vous conseillerai probablement. On a 2 enfants coréens qui sont très amis en Corée et la fille va partir vivre aux États-Unis. Donc ils vont perdre contact et reprendre contact du coup des années après, quand ils ont tous les deux fait leur vie chacun de leur côté. Et on va suivre du coup cette fille-là qui est devenue une femme qui donc est mariée à un Américain et qui va reprendre contact avec son ami amoureux d'enfance, quoi. Et c'est hyper intéressant du coup dans la relation de ces 3 personnes qui vont chacun se rencontrer et apprendre à se connaître dans cette situation qui est assez ambiguë tout le long. Et moi j'ai adoré comment c'est mis en scène parce que c'est quasiment tout le temps 2 personnes à l'écran. Mais on filme lequel, à quel moment? Est-ce qu'il y en a un qui est bord cadre parce qu'à ce moment-là du film, c'est justifié, tu vois? Ou est-ce que on est sur un gros plan sur un des deux et pas l'autre? Et moi, j'ai adoré cette manière-là de filmer 2 personnes. Et en plus, c'est hyper touchant à la fin. Je crois que la larme a coulé, mais je suis pas sûr. Mais je crois, ce qui est relativement rare. Donc, grosse recommandation. En plus, là, je suis content parce qu'ils ont un peu de visibilité aux Oscars, etc. Donc, très content pour Past Lives. Et très belle photo aussi dans la ville de New York, mais je suis pas sûr. Donc je conseille fort Past Lives, vous conseillez La Zone d'intérêt, on conseille à peu près tous Un tueur dans la foule pour la technique, on en a parlé. Bien sûr. Et Godzilla, en fait on conseille tout aujourd'hui, c'est que des bons films dont on parle, magnifiques. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez, sur des questions, des suggestions. Pour les prochaines émissions, donnez-nous des films dont vous avez envie qu'on parle. Donnez-nous des films. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler peut-être de catch ou de confiture. Confiture. Un peu, voilà. À la prochaine. Merci à vous d'avoir été avec moi d'ailleurs. Merci Thibaut. Mais merci Thibaut. À la prochaine. Pierre. Salut les auditeurs, les spectateurs. -1. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein?